messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Les élus de la nation continuent d'aller retirer leur formulaire nominatif de parrainage démarré ce mardi 12 janvier. Carnot François Roubaix-Rintor était ce matin à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Vous suivrez son reportage à ce propos. À suivre également dans cette édition les conséquences qu'a engendré la construction de la route à Kassato, Zinvier, Panron et Zé sur la biodiversité. La zone humide du village de Potomé dans l'arrondissement de Zinvier, non loin de Panron, est en état de comblement. En interactualité, une nouvelle procédure de destitution contre Donald Trump. Le président américain sortant est accusé d'incitation à l'insurrection lors de l'assaut de ses partisans au Capitole le 6 janvier dernier. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, l'opération de retrait des formulaires nominatifs de parrainage démarrée le mardi 12 janvier dernier à la Commission électorale nationale autonome Sénat se poursuit toujours ce jeudi matin. Plusieurs députés et maires sont allés retirer leurs formulaires. Les moments forts de cette opération sont à suivre dans ce compte rendu de Carnot François Roubaix-Rintor et de Denis Marouya. Démarré le mardi 12 janvier 2021 à la Commission électorale nationale autonome Sénat, le retrait des formulaires de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 suit toujours son cours. Ce jeudi 14 janvier, une dizaine de maires et de députés sont rentrés en possession de leurs formulaires de parrainage. Recommandés par l'article 44 nouveau de la Constitution béninoise, ce sont des sentiments de satisfaction qui animent chacun des concernés à l'issue de la procédure. C'est un plaisir pour moi, puisque ça fait partie des réformes et nous sommes tenus de respecter les réformes dans leur application. Donc, c'est avec un grand plaisir que je me suis prêtée à cela. Je suis vraiment contente de ce que j'ai vu ce matin par rapport à l'organisation de la Sénat pour le retrait des fiches nominatives de parrainage. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une bonne organisation. Et ceux qui composent la Sénat, c'est les gens qui ont de l'expérience. Et ça, je ne suis pas étonné de voir cette organisation. Je les remercie et je les félicite aussi. J'ai été très bien accueilli de voir un dispositif très impressionnant. Que le service d'accueil et de remise est vraiment parfait. Et je suis très content d'avoir accompli mon devoir républicain. À la question de savoir qui bénéficiera alors du parrainage de chacun d'eux, les autorités répondent ceci. Mais à ce niveau, c'est une question qui me concerne moi personnellement, moi seul. Donc en son temps, vous verrez, mais je ne peux pas, c'est des choses que je ne peux pas livrer à la presse maintenant. Le législateur a voulu que le parrain soit libre de toute pression. Et sans vous mentir, je suis libre de donner ma signature à qui le veut, à qui je veux aussi. Moi, les gens me connaissent. Sans le parrainage, j'avais déjà parrainé quelqu'un. Et la personne, s'il est candidat, il est au pouvoir. S'il est candidat, je suis obligé de le parrainer. Mais néanmoins, dans l'intérêt des élections inclusives, je peux parrainer un autre candidat que je veux. C'est personnel et pour les candidats qui veulent se présenter, donc c'est moi qui vais réfléchir pour voir à qui confier, n'est-ce pas, mon parrainage. Dans les jours à venir, dès qu'on verra les candidatures, on va consulter les projets de société et on soutiendra certainement le meilleur projet qu'on va parrainer. Rappelons que cette opération de retrait des formulaires nominatifs de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 se déroulera du 12 au 31 janvier 2021 au siège de la Sénat.
Elle s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'article 132 alinéa 8 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Politique toujours, le Front pour la restauration de la démocratie FRD a été porté sur les fonds baptismaux ce mercredi 13 janvier 2021. Lors de la cérémonie marquant sa création, ce regroupement de partis politiques de l'opposition a énuméré un certain nombre de conditions pour la restauration de la démocratie en République du Bénin. Suivez plutôt. Pendant 26 ans, de février 90 à mars 2016, le Bénin a tenu son rang de pionnier et de modèle en matière de démocratie en Afrique. Mais depuis la cession du président Patrice Talon au pouvoir le 6 avril 2016, la démocratie béninoise a connu un grand coup d'arrêt face aux défis démocratiques et à l'urgence d'une alternance au sommet de l'État. Les partis, mouvements et personnalités politiques opposés à la gouvernance du président Talon ont décidé de la signature d'une convention pour mettre en place la plateforme dénommée Front pour la restauration de la démocratie FRD. Les membres signataires de la présente déclaration s'engagent à unir leurs forces pour provoquer, dès 2021, l'alternance au sommet de l'État et restaurer les acquis démocratiques de notre pays, le Bénin. Le Conseil des ministres de ce mercredi s'est tenu en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Je vous invite à suivre dans ce extrait du point de presse du porte-parole du gouvernement les grandes décisions prises à ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres des conseils d'administration des structures suivantes. Société béninoise d'infrastructures numériques SA, SBIN SA. Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion SA, SBIR SA et Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, ANEPIJ. Au titre des communications, réalisation des études détaillées du projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedocor dans la ville de Cotonou. Les discussions tenues en 2017 entre les gouvernements du Japon et du Bénin ont conduit à identifier le secteur des infrastructures de transport comme axe prioritaire de coopération entre les deux pays. C'est dans ce cadre que le projet de construction de cet échangeur a été retenu. Aussi, après la phase des études préliminaires, est-il nécessaire de procéder aux études détaillées du projet. À cet effet, en accord avec la partie japonaise, un groupement de bureaux disposant d'expériences avérées a été retenu. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le dit groupement en vue de la réalisation de cette mission. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées dans les ministères suivants. Ministère de la Santé, Directeur général du Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou, M. Dieudonné Nyolofou. Directeur de la recherche, de la formation et de la médecine traditionnelle, M. Setondi Géraud Roméo Padonou. Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur adjoint de cabinet, M. Yaovi Michel Bellemin. Ministère des infrastructures et des transports, Conseil technique au transport terrestre, M. Thomas Agbeva.
Environnement, la construction de la route à Kassato, Zinvié, Kpanrou et Zé n'est pas sans conséquences sur la biodiversité. C'est le cas de la zone humide du village de Kpotomé dans l'arrondissement de Zinvié, non loin de Kpanrou. Reportage Corneille Aïssé, Denis Maruroya et Jean-Baptiste Bocon. Une zone humide en état de comblement, ici à Zinvié. Nous sommes dans le village de Kpotomé, frontière entre les arrondissements de Zinvié et Kpanrou dans la commune d'Abomey-Calavi. L'équilibre de cet écosystème aquatique, qui s'étend sur plusieurs hectares, a été rompu suite à la construction de la route bitumée qui relie à Kassato, Zinvié, Kpanrou et Zé dans le département de l'Atlantique. En effet, les déviations mises en place dans le marécage par comblement avec du sable lors de la réalisation des travaux sont encore visibles. Une situation qui rend difficile la circulation de l'eau. Un habitant du village relate les faits. Il y avait un ponceau ici qui servait de circulation d'eau. Mais quand ils ont voulu faire la voie, au lieu de faire une déviation pour hors de la zone marécageuse, il devait prendre derrière, pas un village là-bas. C'est ce que Satom avait fait ici. Mais quand le moment est arrivé, au lieu de faire ça, ils ont rempli les passages d'eau, disons les bas-fonds, de part et d'autre de leurs travaux. Mais à la fin, ils n'ont pas laissé l'ouverture d'eau. Et à la suite du bitumage de la voie, je constate malheureusement que à chaque pluie, les eaux de ruissellement drainnées par le caniveau viennent avec une grande quantité de sable, ce qui constitue une menace pour cette zone humide. Et si les autorités en charge de la situation ne prennent pas les dispositions, je suis en train de constater que d'ici peu de temps, cette zone pourrait disparaître. Or, c'est des zones aménagées qui pourraient servir à des potentialités agricoles. Cet état de dégradation représente un potentiel risque d'inondation selon les usagers et habitants du village de Kpotomé. On constate que l'eau ne circule pas comme cela se doit. Et ça va agir même sur... Parce que quand il y aura vraiment de crue, la voie peut être inondée. Parce qu'après leurs travaux, ils devaient encore enlever les sables qu'ils ont mis dans pour fermer la circulation d'eau. C'est ce qu'on a constaté. Ils appellent alors les autorités compétentes à réagir afin de rétablir l'équilibre du milieu. Nous demandons aux autorités de les interpeller, de venir reprendre au moins ces choses-là, de venir reprendre. Ben, ça fait que l'eau ne circule pas. Si les autorités peuvent nous écouter et leur demander de venir pour faire réparation. Le gouvernement, avec le ministère des Travaux publics, et ils ont déjà réalisé les infrastructures. Ce que nous constatons aujourd'hui, le mal qui sévit, c'est le ministère en charge du cadre de vie qui pourrait descendre pour constater et évaluer ce qui s'annonce ici comme dégâts pour pouvoir sauver cette zone. La conservation de la biodiversité ou des ressources naturelles lors de la réalisation de grands travaux, une préoccupation importante pourtant prise en compte par les tests à travers les études d'impact environnemental. Des dispositions qui parfois ne sont pas respectées sur le terrain. Actualité en dehors du Bénin, en Tunisie, 10 ans après la chute du président Ben Ali, l'espoir d'un avenir meilleur a cédé la place ces dernières années à la colère et à l'amertume, absence de progrès social, corruption, crise politique. Après des semaines de soulèvement à travers toute la Tunisie, c'est ici, au cœur de la capitale tunisienne, sur l'avenue Habib Bourguiba, que des centaines de milliers de Tunisiens s'étaient donné rendez-vous pour célébrer cette victoire, le départ du président Zine El Abidine Ben Ali après 23 ans de pouvoir. Alors, 10 ans après, que reste-t-il de cette journée historique? Que sont devenus les rêves et surtout les espoirs d'une vie meilleure de tout un peuple tunisien? Comme beaucoup de jeunes Tunisiens, Jaouer, militante de la première heure, s'interroge sur son avenir. Il y a 10 ans pourtant, elle faisait partie de ceux qui fêtaient le changement politique après des semaines de mobilisation et d'affrontements avec la police. Mère d'un petit garçon de 4 ans, cette jeune fonctionnaire de l'éducation nationale ne veut pas perdre espoir, même si tous les voyants de l'économie sont au rouge. J'étais tellement heureuse de cette révolution. Je n'arrivais pas à y croire qu'enfin le peuple tunisien décide de se soulever. Car moi, mon engagement ne date pas de la révolution.
J'étais déjà engagée politiquement contre le système. J'écrivais sur les réseaux sociaux. J'étais très souvent censurée. J'ai même été blessée par balle durant les premières heures du soulèvement. J'ai eu beaucoup d'occasions de quitter mon pays, même avant le départ de Ben Ali. Mais pour moi, ça a toujours été une option inconcevable. Ici, c'est chez moi et c'est ici que je veux vivre auprès de mes amis, de mes proches et de la famille, et que mon fils grandisse ici, dans son pays. À Sidi Bouzid, épicentre du printemps arabe, le cœur ne semble pas être à la fête pour ce 10e anniversaire de la Révolution. Les rêves d'une grande partie de la population restent plombés par une crise économique et sociale sans précédent. En Tunisie, le taux de chômage avoisine les 15% et atteint même 30% dans les régions les plus touchées, comme le gouvernorat de Sidi Bouzid. La Tunisie n'est plus un pays. La Tunisie demeure entre les mains d'une poignée de corrompus, de malfrats et de voleurs à Sidi Bouzid. Les gens n'en peuvent plus. On a atteint un point de non-retour. Nous n'avons pas le cœur à la fête. Nous sommes en deuil depuis 10 ans et chaque année, Sidi Bouzid pleure sa révolution. Et cette colère est d'autant plus palpable chez ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour un avenir meilleur. Wael se souvient de ce mois de janvier 2011. Opposant et militant, il avait été arrêté puis torturé par les forces de l'ordre pour ses engagements et ses prises de position anti-Ben Ali. Aujourd'hui, il déplore un recul des quelques progrès enregistrés. Le 5 janvier, j'étais étudiant à Sousse et c'est là que des manifestations ont éclaté, en écho aux événements qui avaient éclaté à Sidi Bouzid et Kasserine, ceux qui ont fait la révolution que nous connaissons tous aujourd'hui. À l'aube, la police a frappé la porte de chez moi, m'a traîné hors de mon lit pour me conduire au commissariat. J'ai passé 48 heures en garde à vue les 6 et 7 janvier 2011. 48 heures de torture que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai été frappé, suspendu la tête en bas, brûlé avec des cigarettes et j'en passe. Le lendemain, je terminais en prison. Si beaucoup semblent avoir baissé les bras, il demeure positif. Il veut toujours croire au renouveau, 10 ans après le mouvement qui avait réveillé les consciences dans le monde arabe. Parmi toutes nos revendications, la seule chose qu'on a gagnée, c'est la liberté d'expression. Et même cette seule victoire reste remise en cause jour après jour. Tant qu'il restera une cause à défendre, il restera des gens pour lutter et la victoire finira par arriver. Peut-être pas notre génération, mais celle d'après. Notre devoir est de nous accrocher à nos droits et lutter pour. Il n'y a aucune raison de perdre espoir. À la fin, la justice triomphe toujours. Impossible aujourd'hui de ne pas ressentir ce pessimisme ambiant et ce sentiment de désespérance largement partagé par la jeunesse tunisienne. À l'heure où certains ont préféré la voie de l'immigration clandestine ou celle de l'économie informelle, d'autres veulent encore y croire pour qu'enfin germent les fruits d'une révolution tant espérée. L'OMS entame aujourd'hui une enquête sur l'origine du nouveau coronavirus. Une équipe est allée ce matin à Wuhan, en Chine, berceau de l'épidémie. Le pays vient d'enregistrer son premier décès dû au coronavirus sur son territoire depuis 8 mois. La pandémie de coronavirus frappe une nouvelle fois la Chine. Depuis ce mardi, près de 5 millions de personnes sont confinées. Aujourd'hui, les autorités sanitaires ont fait état du premier décès lié au virus depuis le mois de mai dernier. Le Liban est totalement confiné depuis 5 heures du matin ce jeudi. Un confinement qui va durer 11 jours. Une mesure drastique imposée par les autorités après une forte augmentation de contamination juste au lendemain des fêtes de fin d'année. Tous les secteurs ferment, excepté les services de santé. Des queues interminables à l'entrée, des rayons bondés. Depuis le début de la semaine, les magasins d'alimentation de Beyrouth sont pris d'assaut. Plus de 1700 morts ces derniers jours, le Covid n'en finit plus de progresser au Liban. En une semaine, 30 000 nouveaux cas ont été détectés dans un pays de 6 millions d'habitants, un chiffre qui en proportion équivaut à 300 000 contaminations hebdomadaires dans un pays comme la France. Les autorités libanaises ne cachent pas que la situation est préoccupante. Le président de la République a évoqué la gravité de la situation sanitaire résultant de la propagation de la pandémie de coronavirus. Les hôpitaux ne sont plus en mesure de recevoir des cas et nous avons vu des scènes tragiques impliquant des citoyens attendant devant les hôpitaux à la recherche d'un lit.
Face à la saturation des hôpitaux, les autorités ont décrété lundi l'état d'urgence sanitaire et un bouclage total du pays. Il est interdit de sortir dans la rue et sur les routes entre 5 h du matin le jeudi 14 janvier 2021 et 5 h du matin le lundi 25 janvier. Des mesures drastiques en vigueur pendant 11 jours et qui font souffler un vent de panique sur la population. Tout le monde veut faire des provisions, surtout ceux qui ont des enfants. Je m'inquiète de ce que je peux trouver pour mes enfants avant de penser à moi. Le pays sera entièrement bouclé, pas le droit d'aller faire ses courses, de l'exercice ou de promener son chien. Les frontières terrestres et maritimes seront également fermées à tous les voyageurs, sauf à disposer d'un visa ad hoc. Ces mesures s'ajoutent à un contexte déjà difficile dans le pays du cèdre. Beaucoup de secteurs s'effondrent économiquement. Ceux qui ne meurent pas du coronavirus meurent de faim. Ceux qui ne peuvent pas télétravailler, par exemple, vont perdre leur salaire en restant chez eux. Je peux me permettre de rester à la maison pendant 10 jours, mais il y a des gens qui vont mourir de faim s'ils doivent rester à la maison pendant 10 jours. Les hôpitaux privés représentent au Liban plus de 80% du secteur hospitalier. Contraintes d'augmenter la capacité de leurs unités de soins intensifs, ces structures sont toujours dans l'attente du paiement d'arriérés par l'État. Conséquence, certains établissements rechignent parfois à accueillir des patients atteints du Covid-19. Avec une hausse de 70% des contaminations par rapport à la semaine précédente, le Liban fait partie des pays connaissant l'une des plus fortes progressions dans le monde, derrière le Portugal, le Nigeria ou encore l'Irlande. Le pays doit recevoir en février sa première livraison du vaccin Pfizer-BioNTech. Donald Trump devient le premier président des États-Unis de l'histoire à être 2 fois mis en accusation au Congrès à une semaine de la fin de son mandat. La Chambre des représentants a voté cette nuit une procédure de destitution contre le président sortant. Il est accusé d'incitation à l'insurrection lors de l'assaut de ses partisans au Capitole le 6 janvier dernier. Un texte historique. L'acte d'accusation contre Donald Trump a été signé cette nuit par la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Dominée par les démocrates, l'Assemblée s'est prononcée pour cet impeachment par 232 voix contre 197. Une conséquence directe des violences commises au Capitole la semaine dernière par les militants pro-Trump. Aujourd'hui, de manière bipartite, la Chambre a démontré que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président des États-Unis, que Donald Trump est un danger évident et immédiat pour notre pays et qu'une fois de plus, nous honorons ce serment de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis. Que Dieu nous vienne en aide. To protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. Le 6 janvier dernier, des milliers de partisans de Donald Trump ont envahi le temple de la démocratie américaine. Un chaos survenu juste après un discours du président sortant dans lequel il confirmait son refus de reconnaître la victoire de Joe Biden. 5 personnes sont mortes au cours de ces événements. Donald Trump a déjà fait l'objet d'une procédure d'impeachment déclenchée il y a plus d'1 an pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Il était alors accusé d'avoir fait pression sur le président ukrainien pour ouvrir une enquête contre le fils de Joe Biden. Pour cette seconde procédure, le contexte politique est tout autre. 10 députés républicains ont voté cette nuit cette nouvelle mise en accusation. Le président sortant semble de plus en plus isolé dans son propre camp. Il a posté une vidéo depuis la Maison-Blanche appelant à l'unité. La violence collective va à l'encontre de tout ce en quoi je crois et de tout ce que notre mouvement défend. Aucun de mes véritables partisans ne pourrait être favorable à la violence politique. Aucun de mes vrais partisans ne pourrait jamais manquer de respect aux forces de l'ordre ou à notre grand drapeau américain. Aujourd'hui, j'appelle tous les Américains à surmonter les passions du moment et à s'unir en un seul peuple américain. Choisissons d'aller de l'avant, unis, pour le bien de nos familles, de nos communautés et de notre pays.
La procédure d'impeachment est donc formellement ouverte. Ce sera au Sénat de juger Donald Trump. Il faudra les 2/3 des sénateurs pour obtenir sa destitution. Le procès ne devrait pas avoir lieu avant son départ de la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.